Ça passe déjà? C'est bon? Bonsoir, 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 nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne tous les trois, comme toujours, tous les mercredis soirs. Nous sommes en ligne pour vous présenter l'émission, une émission consacrée à notre histoire, Archives à l'appui. Et pour ça, vous voyez que nous sommes tous les trois sur l'écran. C'est la petite surprise.
J'ai pris en broadcast Madame Bedoua Nanga, que vous commencez à connaître, qui est notre coordinatrice culturelle, qui s'occupe de tout ce qui est culturel. C'est la pétition. Mbongo, s'il te plaît, ne mets pas ton volume. Si tu mets ton volume, ça repasse. Voilà, tu vas pas mettre ton volume. Si tu veux te réécouter, tu mets le casque. Voilà. Donc, c'est pas grave. Voilà, nous sommes donc tous les trois à l'écran. Cette fois-ci, nous avons changé. En général, je suis le premier à rentrer sur scène. Je présente. Mais maintenant, il faut qu'on s'habitue de plus en plus à notre coordinatrice culturelle qui fait le travail qui nous permet d'avoir Monsieur Enom Yomosa, par exemple. C'est grâce à elle que ce travail a été fait. Ce travail de conscientisation. Vous savez très bien que nous sommes sur la page Conscience camerounaise et libéralisme participatif. Il y a quelques personnes qui ne connaissent pas l'histoire de cette page. Cette page a été créée en fin septembre, début octobre. J'allais au Cameroun pour essayer de faire du lobbying à la demande de la page, à la demande des adhérents de la page, pour pouvoir participer au financement de notre économie. On avait décidé que nous, de la diaspora, on ne peut pas continuer à être passifs, des observateurs passifs. On va aussi pouvoir participer à notre économie. C'est pour ça que vous voyez libéralisme participatif. Libéralisme, ça veut dire quoi? C'est que nous admettons que nous sommes dans un monde libéral qui nous est imposé par la réalité économique libérale actuelle. On n'a pas le choix. On a conscience d'être Camerounais. Ça veut dire connaître notre histoire, comme on dit chez les Bétis. Tu dois savoir d'où tu viens et savoir aussi où tu vas. Les Bétis disent ça, c'est un proverbe que je vous ai traduit en français. Donc, la connaissance de notre histoire est primordiale pour la connaissance de nous-mêmes. Et d'ailleurs, très souvent, lundi, avec moi, on analyse souvent les réalités, un petit éditorial qui permet de faire la lumière sur les réalités du Cameroun du point de vue financier, du point de vue macro-financier, du point de vue budgétaire et du point de vue aussi politique. Voilà, même si ce n'est pas l'objectif premier. Donc, l'objectif premier est de prendre conscience d'être Camerounais. Et dans cet objectif-là, nous avons on va pas rentrer dans l'histoire. Nous avons créé une plateforme qui permet de pouvoir participer aux réalités camerounaises financièrement. Mais en même temps, nous avons créé une web TV, et nous étions d'abord, je crois, les premiers à créer une web TV sur le net, qui nous permet de pouvoir communiquer, de pouvoir entendre notre histoire, comme Monsieur Enom nous donne l'occasion de l'entendre avec beaucoup de talent. Et voilà, ce soir, nous avons Madame Bedoua Nanga, qui est la coordinatrice culturelle, qui est là pour vous présenter l'émission de ce soir. En tout cas, pour vous en parler un tout petit peu, de façon à ce que vous puissiez vous habituer. Maintenant, je lui laisse la parole, parce que si vous me laissez la parole longtemps, si elle me laisse la parole longtemps, je risque de rester toute la soirée. Bonsoir, Madame Bedoua Nanga. Je t'appelle en privé Mbombo, parce que nous avons un nom de même racine, de même souche. Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Atangana Medou. Et bonsoir à notre aîné, notre papa, à Monsieur Enom Yomosa. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis 3 semaines, depuis que ce programme a commencé. Nous sommes de plus en plus nombreux à venir écouter l'écrivain. Moi, je l'appelle professeur, il n'aime pas. Il préfère se nommer écrivain parce qu'il a beaucoup écrit. Moi, je suis déjà passionnée par le Cameroun parce que j'aime ce que je suis. Donc, j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun avec tout ce... Voilà, c'est un métier. Donc, nous allons en profiter pour demander à ceux qui nous suivent de partager le direct pour que tout le monde puisse avoir accès déjà à cette connaissance, parce que Monsieur Enom Yomosa a l'amour du Cameroun. Il a étudié le Cameroun, il connaît le Cameroun, il a vécu les 2 époques. Il parle de ça avec beaucoup de passion.
et sans support. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Donc, voilà, on va lui laisser la parole. Et à la fin, nous allons poser des questions parce qu'il n'aime pas être interrompu. Nous allons poser des questions. Tous ceux qui ont des questions, gardent les questions. On va les relever et à la fin, on va poser les questions. Mais j'espère qu'on n'oubliera pas juste minuit comme la dernière fois. Il ne va pas tout donner aujourd'hui. Il doit garder pour mercredi prochain parce que c'est déjà un rendez-vous jusqu'à épuisement du sujet. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand merci. Je ne peux que vous dire bravo pour votre introduction. L'histoire est quelque chose de très particulier dans ce sens que c'est la vie des peuples. Et l'enseigner n'est pas quelque chose de neutre. Et je cite toujours l'exemple de la Russie à l'époque de Staline. Lorsque Staline s'était rendu compte que Hitler allait l'attaquer, il a modifié les programmes d'histoire en Russie, en Union soviétique, pour rendre le peuple belliqueux. Il a changé les programmes. Jusque-là, ceci visait à démontrer que la Russie était, le peuple russe, de la population de l'Union soviétique était plutôt pacifique et autres. Mais à la veille de la guerre, il sentait bien que la guerre allait se déclencher avec l'Allemagne. Il a changé les programmes d'histoire dans ce sens-là, pour faire que les soviétiques se préparent à cette épreuve difficile qui s'annonçait. Bon, il a été pris de vitesse, il pensait que ça allait arriver plus tard, et c'est arrivé puisque du côté de la France, ça s'est rapidement terminé. Donc, il ne faut pas négliger l'histoire, et c'est très bien comme il y a cette chaîne de télévision qui m'a sollicité. Bon, moi, j'essaie de donner ce que j'ai pu récolter, réunir comme information, et je vous conseille des livres. Vous avez, par exemple, ce livre, Histoire générale de l'Afrique. Il a été écrit ça c'est le livre de l'UNESCO, Histoire générale de l'Afrique. C'est un bon livre. Il coûte pas cher, il est tout gros, mais il coûte, je crois, 10 €, puisqu'il est subventionné. Je vous le conseille, il faut le lire. Il est très gros, mais il est très passionnant. Il fait presque 700 pages. Donc, il y a ça, Histoire générale de l'Afrique, de l'UNESCO. Je vous conseille aussi ce livre de Joseph Kizerbo, Histoire générale d'Afrique, un très bon livre. Il est très gros, écrit en petits caractères, et aussi, presque 800 pages. Il est très passionnant. C'est un travail qui lui a pris 10 années. 10 années aussi. Je vous le conseille, il faut le lire. Il y a l'excellente collection de Jean Suré-Canal. Jean Suré-Canal était un militant, était un prof de géographie qui a vécu en Guinée-Conakry. Il était un militant du Parti communiste français. Il a écrit 3 livres d'histoire sur l'Afrique. Il y a celui-ci, tome 1, non, tome 2, tome 1 ici, tome 2, tome 3, enfin, c'est 3 tomes. Donc, je vous précise. Donc, Géographie, civilisation et histoire, ça c'est un grand livre général sur ces 3 thèmes de l'Afrique. Maintenant, il a écrit celui-ci sur la période coloniale. À mon sens, c'est le meilleur livre que j'ai trouvé qui décrit le régime colonial français. Ce livre est excellent. Seulement, cette collection est épuisée parce que les livres ont été édités en 1964. Ceux-ci, je les ai depuis l'époque où j'étais étudiant. Maintenant, il n'est plus en vente, il est épuisé. Peut-être qu'au Porto, pour ceux qui sont en France, sur les quais, ils peuvent en trouver. Les quais non loin de Saint-Michel, vers la cathédrale. Il y a souvent des livres là, ils peuvent en trouver. Ou bien là-bas, à boulevard Saint-Michel, tout en haut là-bas, ils peuvent en trouver. Il y a enfin ce dernier livre qui parle de la période allant à l'indépendance. C'est un très bon livre, donc de 45 à 60. Là, vous comprenez toutes les batailles qui ont été menées par les Africains pour acquérir leur liberté.
c'est des livres que vraiment je vous conseille. Bon, même si ici il est devenu introuvable, peut-être qu'avec, on peut en trouver d'occasion sur le net, peut-être tout est possible. Donc, le titre, en tout cas, c'est la collection de Jean Suret Canal. Le nom, c'est Jean Suret Canal, Histoire de l'Afrique noire. Bon, très bon livre. Il y a celui-ci que je vous conseille. C'est un livre de 1934. Un livre de 1934, écrit par les colons au Cameroun. Si vous enlevez le côté raciste des termes utilisés, il est très riche en informations, très, très dense. Je vous le conseille aussi. Bon, ici aussi, il est devenu introuvable. Je l'ai trouvé à Paris, sur les quais, là-bas, vers Saint-Michel, comme je vous ai dit. Tout de suite, je l'ai acheté. Bon, dommage qu'il n'existe plus. Il y a aussi d'autres documents que je pourrais vous conseiller progressivement. Donc, voilà à peu près sur quoi je vous oriente pour savoir un peu ce qui s'est passé. Vous savez, le cas d'une émission est toujours court. On ne peut pas tout débattre de tout. Mais à partir de ce que nous faisons là, que ça vous crée, ça vous amène à vouloir en savoir plus, voilà des livres que vous pouvez rechercher. Il y en a certainement d'autres. Mais ceux-là sont vraiment d'excellents livres. Donc, on ne va pas revenir sur la période allemande, on en avait déjà parlé la dernière fois, suffisance. On ne va pas revenir sur la période des mandats, du mandat de la SDM, donc de l'entre-deux-guerres. On tombe directement sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, nous nous retrouvons... Avant que tu n'y ailles, on va essayer de remercier Medoua qui est venu en l'entame de l'émission avec nous, sinon on risque de la garder longtemps. Là, on est encore à 3 sur l'écran. On va lui dire merci et elle va revenir après si elle souhaite. Et puis après, on peut donc lancer l'émission tous les deux. Maintenant, merci Mbombo, merci Medoua d'avoir débuté l'émission avec nous. Maintenant, merci d'avoir accepté ce broadcast, comme on dit en langage anglo-saxon, disons plutôt cette prise ce petit truc à 3. Maintenant, on va te laisser nous lire les questions et à la fin de l'émission, tu pourras revenir, donner un avis, faire une conclusion et nous dire ce que tu penses. Voilà, et à très bientôt alors. Donc, à très bientôt. Voilà. OK, nous sommes donc en 1944. La Deuxième Guerre mondiale est en train de s'achever. La victoire est en train de s'annoncer du côté des Alliés. Bon, le débarquement de la Normandie se prépare. En tout cas, tout montre que le camp de Hitler et Mussolini et les Japonais va être battu pour le montant. Mais en Afrique, il y a un grand problème, c'est que il va falloir démobiliser les soldats africains. Ils vont retourner dans leur pays. Ce sont des gens qui, désormais, savent manipuler les armes. On leur a cela, les grenades, les canons et autres. Deuxièmement, ils savent tendre des embuscades, ils savent mener la guerre moderne. Ils connaissaient la guerre d'avant, mais maintenant, ils connaissent la guerre moderne. Et fait plus important encore, ce sont des personnes qui n'ont plus la déification de l'homme blanc, ils ne le craignent plus comme c'était auparavant. Ils se sont rendus compte que c'était des êtres humains comme les autres, qui avaient peur, qui pleuraient, qui volaient, qui mentaient, et puis qui mouraient. Et puis donc, ces gens, lorsqu'ils vont rentrer en Afrique, ils vont devenir incontrôlables. Et dans ce sens, la France avait l'expérience de l'Amérique Haïti. Désolé, nous avons un petit problème réseau. On a perdu Monsieur Hénan. On a perdu Monsieur Hénan. Il y a un petit problème réseau, désolé.
Voilà, on a eu un petit problème réseau, une petite coupure. Mais ça va s'arranger quelques instants. Normalement, j'observe. J'observe. Excusez-nous, on a eu un petit problème réseau et il y a eu une petite coupure. Normalement, ça devra aller. Ça devra aller. Normalement, ça devra aller là. C'est bon là? Normalement, c'est bon là. D'accord. Donc, on se retrouve. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de ces colonisés? La situation va devenir ingérable. Et puis, il y a aussi les Américains avec leurs grands sabots qui sont venus dans leur fameuse conférence atlantique, charte atlantique. Ils disent qu'il faut émanciper les peuples dominés et autres. Ils vont donc aussi contribuer à la subversion dans les territoires coloniaux. Bref, la France se dit, il faut voir cela. Il faut voir cela. Qu'est-ce qu'on va faire de ces peuples après la fin de la guerre, lorsque les anciens combattants vont rentrer, et puis les populations locales, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà comment est-ce que, ça devait s'appeler le Comité de libération nationale, machin comme ça, la France décide d'organiser la conférence qui est entrée dans l'histoire sous le nom de conférence de Brazzaville. Pourquoi Brazzaville? Pourquoi Brazzaville? Parce que la France s'était retrouvée avec deux capitales. La France, on va dire, légale, était celle dirigée par Vichy, et sa capitale se trouvait donc, non, celle dirigée par Pétain, et sa capitale se trouvait à Vichy. C'est une petite ville au centre de la France, vers Clermont-Ferrand, là-bas, toute petite ville. J'y étais plusieurs fois en voiture, en train, et elle collaborait avec l'Allemagne, c'était la France collaboratrice, et puis il y avait la France insoumise, donc le terme ne vient pas d'autre, c'est un vieux terme que Mélenchon a repris. Il y avait la France insoumise, la France libre, comme il se proclamait, qui était la France dirigée par l'ancien ministre de la guerre, Charles de Gaulle, qui s'était réfugié en Angleterre, et qui avait donc pu, à partir de l'Afrique noire, constituer des troupes pour venir se battre pour la France avec les Alliés et autres. Et sa capitale était Brazzaville. Donc la France était retrouvée avec deux capitales. La France légale avait pour capitale Vichy, et la France, disons rebelle, la France libre, comme il se proclamait, avec la capitale Brazzaville. Donc voilà pourquoi est-ce que Brazzaville est choisi. De Gaulle réunit donc à Brazzaville la fameuse conférence africaine de Brazzaville. Elle s'est tenue du 30 janvier 1944 au 8 février 1944. Il faut préciser que c'était une conférence des fonctionnaires coloniaux. Des fonctionnaires coloniaux. À savoir les administrateurs des colonies. Il y avait par exemple le gouverneur général de l'AEF, Afrique équatoriale française, qui était donc Félix Éboué, le Guyanais. Des gens étaient venus de l'Afrique de l'Ouest. La France avait divisé son empire colonial africain en deux blocs. L'Afrique occidentale française, AOF, avec capitale Dakar. L'Afrique équatoriale française, AEF, avec capitale Brazzaville. Donc, et De Gaulle avait fait donc la capitale de la France libre à Brazzaville. Tous ces gens se sont retrouvés pendant 8 jours pour débattre de l'avenir de l'empire colonial français. Qu'est-ce qu'on va faire de ces indigènes? Nous avons besoin de richesses de leur pays, nous avons besoin de leur main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Il faut donc réfléchir à la question. Les seuls Noirs qui étaient présents étaient les Boys. Donc, ils sont allés réfléchir sur nous, sur notre avenir, en notre absence. Et là-bas, ils décident qu'ils vont autoriser certaines réformes, mais il est totalement exclu que l'on accorde l'indépendance. Et au nombre des réformes qu'ils décident, il s'agit d'introduire dans les territoires coloniaux le droit syndical. Le droit syndical, parce que depuis l'époque de la SDN, cette revendication revenait toujours, revenait, et il fallait donc faire quelque chose. La France allait être mal vue si elle n'allait pas céder le droit syndical
au territoire qu'elle dominait en Afrique. Voilà donc comment, à la sortie de cette conférence, il est décidé qu'on va faire des réformes politiques, on va associer les indigènes que nous étions à la gestion de notre territoire, de nos territoires, de notre continent, et en même temps, nous allons maintenant pouvoir nous organiser en syndicat. Cela suppose donc le droit de grève et autres. Cette conférence a donc lieu en février, fin février, début février prend fin. Et au mois d'août, le ministre René Pleven, ministre des colonies, on va dire comme ça, bon, du gouvernement provisoire de la République française qui était dirigé par De Gaulle, prend donc signe un décret qui autorise, qui introduit le syndicalisme chez nous. Bon, on ne va pas parler des autres pays dans ce cas, qui introduit le syndicalisme chez nous. La réaction des colons à la conférence de Brazzaville a été immédiate. Parce qu'il faut comprendre le système colonial. Les colons, ce n'étaient pas les fonctionnaires coloniaux. Les fonctionnaires coloniaux, on ne les appelait pas les colons. Les colons, ce sont des gens qui étaient venus s'installer à leur compte, des aventuriers qui venaient, qui étaient en difficulté en Europe, qui disaient, qui venaient en Afrique en se disant qu'il y a de l'argent à se faire là-bas. Donc, ils venaient, ils prenaient des concessions. La dernière fois, on a parlé des concessions. Ils nous utilisaient comme ouvriers agricoles. Ils régnaient sur nous. C'était eux les colons. Ce n'étaient pas les fonctionnaires coloniaux. Les fonctionnaires coloniaux, c'est à part, c'est autre chose. Donc, ce sont les fonctionnaires coloniaux qui sont venus à Brazzaville. Mais les colons, les décisions qui ont été prises, ils ne les ont pas du tout acceptées. Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Brazzaville? Ça veut dire qu'ils vont maintenant introduire le droit de grève chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les colons s'organisent de leur côté. D'abord, il y a au Cameroun, ils créent chez nous, à Yaoundé, l'association des colons du Cameroun. À Douala plutôt, l'association des colons du Cameroun. Pourquoi Douala? Parce que lorsque Leclerc est arrivé dans la nuit du 26 au 27 août 1940, après son coup d'État, il avait transféré la capitale du Cameroun à Douala. La capitale n'était plus à Yaoundé, il l'a amené à Douala. Donc tout se passait désormais à Douala. Et deuxièmement, deux choses que Leclerc a apportées et qu'il est important de signaler, c'est Leclerc qui a apporté la première piste d'aéroport, la piste d'aviation à Douala. Il a ouvert une piste d'avion. Les premiers avions qui ont atterri, c'était les petits machins de l'époque, là, les plans. C'était grâce à Leclerc. Et il a ouvert aussi une radio. Radio Douala. C'est Leclerc qui a créé Radio Douala en 1940. Donc, tout le pouvoir étant à Douala, et puis les hommes d'affaires, les colons, se sont donc réunis à Douala. Ils ont créé l'association des colons du Cameroun pour protester contre les décisions qui ont été prises à Brazzaville. Et ils se sont réunis à Douala. Tous les autres, dans toutes les colonies, au Dahomey, au Tchad, au Moyen-Congo, en Ubangui-Chari, au Mali, au Soudan français, partout, les colons ont fait la même chose. Se sont créés en disant, nous refusons ce qui vient de se passer là, ces décisions de Brazzaville. Et ils ont d'abord fait ça, sur le plan de chaque territoire. Et puis maintenant, lorsque De Gaulle décide qu'il va plus loin, il décide que désormais, les indigènes que nous étions vont participer à l'élaboration de la prochaine constitution. Ils vont participer à l'Assemblée constituante. Ils vont envoyer des députés à l'Assemblée nationale en France pour élaborer la nouvelle constitution. Ça, alors, les colons disent, mais ce gars, il exagère. Ça, ils ne l'acceptent pas du tout. Il y a donc une grande réunion des colons d'Afrique noire à Douala, au mois de septembre 1945. Le 8, ils se réunissent, je crois, du 4 au 8 septembre 1945 à Douala. Ils décident qu'ils vont combattre les décisions de Brazzaville. Il n'est pas question de modifier quoi que ce soit sur le régime colonial. Il fonctionne suffisamment bien comme ça. Les histoires de De Gaulle, là, avec ils viennent amener des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc, ils tiennent cette grande réunion à Douala du 4 au 8 septembre 1945. Ils se séparent en disant « Zéro Brazzaville, pas de réforme. Nous maintenons le système comme avant, on continue, nous avons nos plantations,
nous avons nos indigènes, c'est des quasi-esclaves, on est bien comme ça. Mais, entre-temps, au mois du côté de la France, il y avait donc, vous savez qu'il y avait le Parti communiste français à l'époque, il était très puissant. Et le Parti communiste français va jouer un rôle fondamental dans l'émancipation des peuples coloniaux à travers tout le territoire colonial français et aussi chez nous ici au Cameroun. Comment ça? Le Parti communiste français décide non pas de créer des partis communistes dans les territoires coloniaux, non, mais d'amener les peuples des territoires coloniaux eux-mêmes à créer des partis à partir desquels ils vont se libérer. C'est ainsi donc que la CGT, la Confédération Générale du Travail, qui était un syndicat affilié au Parti communiste français, décide d'envoyer des syndicalistes à travers tout le territoire, tout l'empire colonial français, en Afrique, bon, on ne va pas parler d'Asie, parlons de chez nous, en Afrique noire. Ils envoient des syndicalistes. Et au Cameroun, on va citer le cas de deux qui arrivent. Il y a Laduri qui était un syndicaliste cheminot, et il y a, comment on l'appelle, Gaston Donat. Gaston Donat, quant à lui, est un syndicaliste qui était dans l'enseignement. Gaston Donat arrive au Cameroun en 1943 et il a travaillé à Yaoundé, à Douala, non, à Yaoundé, à Ebolova, à Ankon, et puis c'est lui qui a lancé le syndicalisme au Cameroun. Je réponds à quelqu'un. Donc, Gaston Donat est arrivé au Cameroun en 1943. Il s'est installé d'abord à Yaoundé. Il a enseigné, c'était un instituteur. Il a enseigné à l'école, comment on appelait ça, l'école régionale. C'était l'école publique de Melen, qui est là-bas quand vous allez vers l'école normale supérieure. Et au Carrefour, là, c'est là que Gaston Donat a officié. Il était là et il a commencé à former des jeunes gens au syndicalisme. Mais ce n'était pas simplement du syndicalisme. C'était pratiquement une éducation politique. Parce que j'en ai discuté avec quelqu'un comme Assar Charles qui y avait participé. Il m'a dit, mais il nous enseignait tout, ce monsieur. Il nous enseignait ce qu'était une constitution, il nous enseignait ce qu'était une élection, il nous a enseigné ce qu'était le droit de grève, comment rédiger des tracts, comment organiser une manifestation publique. Bref, il a politisé un ensemble de jeunes qu'il avait recrutés à l'époque, qu'il avait identifiés, et en les poussant à créer des syndicats. Il y avait des gens comme Moumié Etia, c'est un grand nom du syndicalisme camerounais, Moumié Etia. Il y avait Assar Charles, il y avait Ngom Jacques, il y avait Oumniobé, il y avait d'autres noms qu'on connaît moins, je ne vais pas les citer. Et il s'est mis, comment on appelle, Gaston Donat allait former au niveau de Yaoundé, à l'école régionale de Yaoundé. Tous les soirs, il donnait ses enseignements à ces jeunes gens-là. Et c'était à Douala, carrément, Laduri, lui, il était un cheminot. Il faisait la même chose à la gare, il était à Douala, donc il faisait la même chose, le même travail d'explication politique, d'enseignement, d'éducation politique aux cheminots, à Bassa, comme à Bonabéry. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le pont. Donc, il traversait le fleuve en pirogue. Il allait donner ses cours un soir sur deux aux cheminots à Bonabéry. Parce qu'il y avait la ligne Bonabéry-Konsamba que les Allemands avaient créée en 1912. Donc, ces gens-là étaient en train de former politiquement les Camerounais, leur apprendre ce que c'est que l'action syndicale et autres. Et voilà que les colons se rendent compte de leur travail. La zizanie devient très forte entre les colons d'une part et d'autre part les syndicalistes. Les Camerounais adhèrent beaucoup en masse dans ces syndicats que crée
dans différents secteurs, syndicats de PTT, syndicats de l'éducation, syndicats de la santé, exactement comme ils font en France. Cela est très mal vu par les colons. Naturellement aussi, les administrateurs des colonies, bon, quelque part, bon, eux, ils viennent mettre 1 an ou 2 ans, ils s'en fichent un peu, mais les colons, eux, ils sont là, ils estiment que c'est leur pays, il n'est pas question d'y amener la pagaille, le désordre. Et lorsque, au mois de septembre 1900, le 21 septembre 1945, donc quelque chose comme 15 jours après la grande réunion des colons à Douala, il y a la grève des cheminots. Ça a été quelque chose de terrible. Les colons ont sorti leurs carabines. Ils se sont mis à tirer sur les Camerounais. À travers quoi? À travers la Bonadjon et à Bonabéry. La grande grève de 1945 a été un événement terrible au Cameroun. La chasse à l'homme noir a duré presque 3 jours durant. Et le gouverneur Bruno, comme il était à Douala, on avait déplacé le pouvoir à Douala, le gouverneur Bruno avait même demandé un rapport de troupes depuis Fort-Lamy. Fort-Lamy, c'est-à-dire l'actuel N'Djamena. À l'époque, ça s'appelait Fort-Lamy. Et quand il avait vu que ça tournait vraiment mal, il a arrêté les syndicalistes camerounais, il les a mis dans un avion pour les exfiltrer, les envoyer à Brazzaville. Mais à l'aéroport de Yaoundé, voilà, les colons ont fait une mission, ont demandé aux gens, aux aiguilleurs du ciel, de faire revenir l'avion. L'avion est revenu, il a réatterri, ils ont repris les syndicalistes camerounais, dont les Moumi Etia et autres, ils sont allés les enfermer. Et bien plus, une équipe a décidé d'aller assassiner la Lurie à domicile. Ils sont venus avec leurs fusils. La Lurie, son chien l'a averti. Il a entendu l'aboiement du chien. Il s'est barricadé. Les Blancs, les autres Français lui ont dit, sors la Lurie qu'on te fasse la peau. La Lurie aussi a pris son fusil. Donc, mais comme les autres étaient à découvert, il a tiré le premier, donc il a tué un blanc. La Lurie a tué un blanc et les autres se sont sauvés. Voilà comment est-ce que la Lurie a eu la vie sauve. Mais au niveau de la cathédrale, il y avait le Monseigneur Bono, dont le nom est resté, a été donné au collège, à un collège à Ebolova, le collège Bono. C'était Monseigneur Bono qui était donc à la cathédrale de Douala. Beaucoup de gens qui fuyaient les tirs des Blancs à travers le quartier Akwa. Bon, évidemment, Bonantois, ils n'osaient même plus y aller, là-bas c'était carrément blanc, mais Akwa c'était un peu mélangé, un peu Akwa, un peu Bali. Ils ont pensé bien faire en allant, en se sauvant vers la cathédrale. Ils ont trouvé les prêtres avec des fusils qui sont également mis à tirer sur eux. Ça a été quelque chose de monstrueux dans ce qui s'est passé en cette journée du 21 septembre 1945. C'est dommage qu'on Cameroun. Pourtant, il y a même des photos à l'appui. Moi, j'ai trouvé des photos aux archives à Yaoundé, comme naturellement ici aux archives en France. On devrait parler de cet événement, de la grande grève, la première grève au Cameroun, le 21 septembre 1945, qui s'est terminée par une boucherie monstre. Combien de Noirs ont été tués ce jour-là? Qui pourra faire le décompte? Qui pourra? Bon, et puis c'était à une période où l'ONU la SDN n'existait plus, la Société des Nations. Et l'ONU était en gestation, en création. Vous savez que l'ONU est née en décembre 1945, donc qui pouvait même mener une commission d'enquête et autres, rien. Bon. Et ça s'est terminé comme ça, dans un bain de sang monstre. Les colons du Cameroun ont demandé et exigé le départ du gouverneur Bruno. Ils l'ont obtenu. Bruno a été relevé de ses fonctions, je crois, en janvier 1946. Et la réaction du gouvernement français depuis Paris a été, bon, évidemment, ils ne s'attendaient pas à ce bain de sang. Le gouvernement français a décidé de renvoyer la capitale à Yaoundé, de retourner la capitale à Yaoundé en disant, mais ces gens, voilà, ils sont trop violents. Donc, première grande manifestation contre le colonialisme français, c'était ce jour du 21 septembre 1945. Une grande grève des cheminots qui a gagné toute la ville. Cette grève était en fait
un moyen pour les Camerounais de crier leur lassitude de la maltraitance coloniale. Bon, maintenant, en même temps, au mois de décembre, De Gaulle décide d'organiser donc, malgré tout, les élections à l'Assemblée constituante. Et il y a deux collèges. Donc, la dernière fois, on avait parlé de ça. Il y avait la ségrégation raciale. Un collège des Blancs et un collège des Noirs. Et les Noirs, on va passer rapidement, ont élu Alexandre de Lamandabel. Les Blancs ont élu Louis Polo Joublat. Louis Polo Joublat, qui était un médecin, on a parlé de cet homme, je reviens rapidement sur lui. Il a étudié la médecine à la faculté de médecine de Lille, il a travaillé en Algérie, il est arrivé au Cameroun avant la guerre, il a ouvert un cabinet à Douala, dans lequel avait même travaillé IDBB, le frère aîné de Francis Bébé, et puis il s'est installé à Effort, il a amené à Luchem et tout. Bon, ça c'est connu, c'est l'ancien président. Il a été, c'était sa première élection, il a été donc élu comme député du Cameroun à l'Assemblée constituante à Paris. Il a été élu le 21 décembre 1945 pour le compte des Blancs. Et Alexandre de Lamandabel, le fils de Rudolf Lamandabel, a été élu pour le compte des Noirs. Voilà ce qui c'est pour les élus du Cameroun. Au Sénégal, Senghor a été élu. En Côte d'Ivoire, Fouet a été élu. En Haute-Volta, c'était Maurice Yamayogo a été élu. Au Dahomey, je crois que c'était à Piti. Au Soudan français, c'est-à-dire c'est le Mali qui s'appelait Soudan français. Il y avait deux Soudans. Le Soudan britannique qui est resté Soudan, avec Khartoum, et le Soudan français qui est devenu donc Mali. Là-bas a été élu Modibo Keïta. Au Gabon a été élu Léomba. En Ouganda, qui est devenu la RCA, la République centrafricaine, a été élu Batri Boganda. Batri Boganda, il deviendra ministre. Il mourra d'un accident d'avion suspect en 1959. Au moyen Congo, donc l'actuel Congo-Brazzaville, je crois que c'était Fulbert Lou qui a dû être élu. Fulbert Lou qui a été élu. Au Tchad, Tombaba, il avait été élu. Il manque quelques villes là, je crois que je vais tout citer. Au Togo, je crois que c'était celui qui est devenu président là, Olympio, je crois qu'il a été élu cette fois-là, au Togo. J'ai cité le Dahomey, j'ai cité, voilà à peu près partout, les gens qui ont été élus. Ces Africains élus, pourquoi j'en parle? Parce que ce sont des personnes qui, arrivées au Parlement français, vont être les authentiques représentants du peuple opprimé que nous étions. Ils se sont regroupés, ils ont élaboré des stratégies, ils ont décidé de faire avancer la cause de la vie noire. Nous nous retrouvons donc élus, ils sont élus le 21 décembre 1945, puis début 1946, l'Assemblée s'ouvre, l'Assemblée constituante. En même temps, lorsque l'Assemblée constituante s'ouvre début 1946, c'était la grande, comment dire, le grand réveil, la grande émulation au niveau de la France. Maintenant, il y avait un Africain qui arrivait des États-Unis, qui avait fait des études de philosophie aux États-Unis et qui vivait à Londres. Et cet Africain avait créé là-bas une organisation d'étudiants africains qu'il avait appelée WASO, W-A-S-O, West African Student Organization, WASO, West African Student Organization. Et cet Africain, c'était un Ghanéen du nom de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah était donc, après l'Amérique, il est venu s'installer en Angleterre, il a créé la WASO. Et il est venu en France. Il s'est mis à la recherche des étudiants africains à Paris. Il leur a dit, mais il faut faire quelque chose. Il faut que vous vous regroupiez, vous vous organisiez. Vous savez qu'un Nkrumah venait d'Amérique, donc il avait l'expérience de la mobilisation des Noirs américains face aux pouvoirs blancs aux États-Unis.
ils sont venus leur conseiller de créer quelque chose, de créer une association, une organisation. Oui, on a un petit souci. Il y a quelqu'un qui a dû appeler et non. Les étudiants africains de Paris. Ah, ça va, ça passe. Association générale des étudiants AG machin de Paris. Et c'est créé par quelqu'un qui est devenu, par la suite très célèbre, c'était Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a donc créé l'Association générale des étudiants africains de Paris. Cette Association générale des étudiants africains de Paris était la réplique de la West African Student Organisation de Londres, qui, elle, regroupait tous les Africains, les étudiants africains qui venaient des colonies anglaises d'Afrique, donc du Kenya, de la Zambie, du Nigeria, du Ghana, etc. Donc, il a dit, vous devez faire la même chose du côté du colonialisme français. Il faut que nous appuyions le colonialisme français. C'est la seule manière d'obtenir notre liberté, notre indépendance. Donc, la GK créée à Paris, elle entre dans la bataille, elle travaille avec les députés africains qui sont en France. Les députés africains, ils n'avaient pas un nombre suffisant pour créer un groupe parlementaire. Premièrement. Deuxièmement, ils ont eu le raisonnement suivant. Si nous nous installons dans un seul groupe parlementaire, ce groupe pourra être combattu. Donc, il est préférable que nous nous disséminions dans différents groupes parlementaires. Il y en a qui sont allés dans l'USD, Union socialiste démocrate de la résistance, USDR, de François Mitterrand. Il y en a qui sont allés à la SFIO, section française internationale ouvrière. Il y en a qui sont allés au Parti communiste français, c'était le cas de Fouet-Boigny. Il y en a qui sont allés au MRP, Mouvement républicain populaire. Je crois que ça devait être. Je n'ai plus les noms exacts des répartitions. En tout cas, ils se sont disséminés dans différents groupes parlementaires pour mener l'action. Maintenant, arrivé le débat sur la nouvelle constitution. Le Colonna organise lui aussi les gens qui ont tenu la réunion des colons d'Afrique noire à Douala du 4 au 8 septembre 1945, retiennent également la même réunion à Paris cette fois-ci, en disant que l'Assemblée qui se crée là pour élaborer une nouvelle constitution, cette constitution, nous allons la combattre. Cette constitution veut émanciper nos esclaves d'Afrique. Il n'en est pas question. Ils sont entrés dans un lobbying terrible en disant, parce qu'il était clairement dit que la nouvelle constitution allait abolir plein de mesures répressives contre les Africains. Ils se sont opposés. Il n'y a pas de réforme, pas de réforme. Ça a été une bataille terrible. Quand vous lisez la presse de l'époque, lorsque vous lisez les débats parlementaires, les prises de parole étaient homériques à l'Assemblée nationale française. Et malgré cela, les députés africains, avec à leur tête Fouet-Boigny, a élaboré une loi, un projet de loi, a déposé une proposition de loi pour abolir le travail forcé. Cette proposition de loi passe, les débats ont été houleux à l'Assemblée nationale française. Les colons disaient, mais si vous mettez fin aux travaux forcés, mais comment nous allons encore rentabiliser nos plantations? Ces gens travaillent dans nos plantations. Maintenant, vous demandez qu'on mette fin aux travaux forcés. On va les payer avec quoi? Ça a été un débat terrible. Et les Africains avaient surtout le Parti communiste français qui les défendait. Parce que le communisme français à l'époque était très fort. Il occupait presque la moitié du Parlement. Et d'autres étaient plus ou moins incertains, indécis. Voilà comment est-ce que la loi passe avec l'appui des élus communistes à l'Assemblée nationale française à Paris. Elle passe, on abolit donc les travaux forcés. Ça a été un tollé pas possible de la part des colons dans toute l'Afrique noire. Mais comment est-ce qu'on va faire une alimentation? Je vous donne un exemple. Vous savez que les Allemands avaient exproprié énormément le Cameroun. Ils avaient, par exemple, dans le Mouro, ils avaient exproprié la population pour 8 millions d'hectares.
8 millions d'hectares dans le Mungo. Et c'est quand les Allemands sont partis, les Français ont récupéré ces terrains portugais qui avaient été confiés à des compagnies allemandes, et les Français sont venus installer de grandes plantations dans le Mungo. Dans le Mungo, et pour que vous compreniez bien, la première production du Cameroun a été d'abord le caoutchouc, le caoutchouc à l'époque allemande, mais elle s'est mise à décliner. Et c'est le cacao qui a pris le dessus. Par exemple, en 1952, le Cameroun produisait 38 000 tonnes de cacao. Bon, le café venait loin derrière avec 9 000 tonnes. Mais ce que l'on ne dit pas beaucoup, c'est que la banane, quant à elle, le Cameroun produisait 47 000 tonnes. 47 000 tonnes de bananes. Et cette banane venait du Mungo, venait des plantations, des colons du Mungo. Donc, le cacao, le café, c'était nous les indigènes. Bon, à la limite, bon. Mais la banane, c'était les colons du Mungo. Donc, ces colons disent, mais si on abolit maintenant le travail forcé, que vont devenir nos plantations? Vous voyez? Que vont devenir nos plantations? Bon, à l'époque, le caoutchouc n'était plus qu'à 1600 tonnes, c'était vraiment à l'étude. Le coton n'était pas encore introduit. Le coton était introduit vers 53, 54. Il n'y avait pas encore le coton. Il y avait donc première production, la banane. Bon, mais ça, c'était les colons. Le cacao, c'était nous. Deuxième, 38 000 tonnes. Le café, 9 000 tonnes. Et donc, par exemple, les gens du Mungo, les colons du Mungo ont beaucoup lutté contre la Constitution de 1946. Donc, on passe au référendum, le non l'emporte. Alors, les colons suivent, ils disent voilà, cette Constitution-là où on fallait, mais la loi, au feu de Bonny, on ne pouvait plus revenir. OK. Et en même temps, on en a parlé une fois, la mine Gay fait voter la loi du 8 mai 1946 qui octroie la citoyenneté française aux indigènes de possession. C'est-à-dire qu'il la généralise. Il y avait les communes de Saint-Louis et de Dakar qui avaient la citoyenneté française. Les autres étaient des sujets de l'Empire colonial français. Donc, par la loi, la mine Gay, qui était un des élus du 21 décembre 1945 à l'Assemblée constitutionnelle française, il fait donc adopter cette loi qui nous octroie la citoyenneté française. Tous les généraux de la part des colons qui disent mais ce n'est pas possible. Si ces gens deviennent français, ça va donc dire qu'ils vont avoir le droit maintenant de créer des partis politiques, de créer des journaux, d'organiser des réunions et autres. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une effervescence terrible qui se produit entre la France et l'Afrique, et c'est une situation, comment dire, que malheureusement on n'explique pas beaucoup aux Africains aujourd'hui. Ça a été une époque charnière dans le dessin de l'Afrique. Toujours en 1946. Les Africains qui sont à l'Assemblée ne se laissent pas faire. C'est-à-dire que les Africains disent on va appuyer ces Français jusqu'au bout. Voilà comment est-ce qu'ils décident que la coordination qu'ils mènent au niveau du Parlement français, il faut qu'ils la mènent au niveau de toute l'Afrique noire. Comment? Ils décident donc de créer un parti interterritorial. Ils signent un manifeste au mois de septembre 1946. Ce manifeste dit qu'il doit venir créer une assemblée au niveau une organisation, il doit obtenir un congrès constitutif à Bamako, au Soudan français, donc au Mali. Voilà donc comment, du 18 au 21 octobre 1946, se tient cette fameuse assemblée constitutive qui a débouché sur la création du grand parti interterritorial qu'on avait dénommé, qu'ils avaient dénommé Rassemblement démocratique africain. Ce parti visait à coordonner la lutte des Africains pour l'obtention de l'indépendance. Et il y avait participé 5 Camerounais. 5 Camerounais étaient venus à ce congrès constitutif. Il y avait Djoumessi Mathias, qui était un chef de Tchang, quelque chose comme ça. Et là, il y avait donc Djoumessi Mathias, il y avait Medou Gaston, qui était un notable de Saint-Mima, à 10 km de Saint-Mima. L'Impam, c'est son village. Donc, et tous les deux seront élus par la suite, au mois de décembre, à l'Assemblée constitutive du Cameroun. Il y avait Mangalobe, qui était quelqu'un de la région de Douala. Il y avait
Takala Célestin, je crois que ça doit être celui qui a été dans l'affaire de Ndomo, je crois. Je n'ai pas pu vérifier si c'était la même personne. En tout cas, il y avait un certain Takala Célestin. Et il y avait la cinquième personne s'appelait Azumonso Mokodo. Ça, c'était quelqu'un de Sambino aussi, qui était, voilà, les 5 Camerounais qui avaient participé au congrès constitutif du Rassemblement démocratique africain à Bamako du 18 au 21 octobre 1945. Maintenant, d'abord, le déroulement du congrès. Lorsque les colons sont au courant de ce congrès et l'administration coloniale, ils décident de le saboter. Le saboter comment? Ils font venir, ils entrent en contact avec un élu du Soudan français qui a été célèbre un moment, mais il est mort un peu tôt. On l'appelait Fili Dabo Sissoko. Fili Dabo Sissoko avait été élu en même temps que Modibo Keïta. Modibo Keïta, il avait été élu, donc il était également au Parlement en France. Ils se sont mis à le travailler en disant, ouais, cette histoire n'est pas bien. Et donc, ils lui ont affrété un avion. Parce qu'à l'époque, c'était surtout, on voyageait par bateau. Ils ont affrété un avion à Ilidabo Sissoko, c'était les petits machins bimoteurs, pour qu'il aille sensibiliser la population pour qu'elle s'y oppose. Il s'y oppose. Maintenant, le Houphouët-Boigny est au courant avec le Parti communiste français, qui eux aussi lui affrètent un avion. Houphouët-Boigny arrive 2 jours avant. Donc, ils se rencontrent à Bamako. S'il te plaît, une seule minute. Est-ce que ton haut-parleur est allumé parce que les gens ont un problème d'écho? Non. Non. Il y a un problème d'écho à la régie là et je ne... Moi, quand je parle, ils n'ont pas d'écho. Comment ça se fait que toi, quand tu parles, ils ont l'écho? Attends. Là, il est parti, l'écho. Attends, je vais t'écouter en monitoring. Bon, donc, il se retrouve à Bamako avec confrontation entre ceux qui étaient favorables à la création du Rassemblement démocratique africain et Fili Dabo Sissoko, qui avait été travaillé pour s'y opposer. Ça va là? Ça a diminué. C'est moins fort qu'avant. Moi, je ne sais pas d'où ça provient. Moi aussi. Attends, je baisse un peu la capture de ton son ici Je baisse la capture de ton son ici. Là, ça va un peu mieux. OK. Vas-y, continue, je vais régler. Donc, qu'est-ce qui est décidé à Bamako? Il est décidé 3 choses. La première des choses, c'est que nous, les Africains, nous devons refuser que notre territoire soit intégré à la France, à travers l'Union française. Donc, parce que la Constitution qui a été finalement adoptée au second référendum créait l'Union française en remplacement de l'Empire colonial français. Donc, premièrement, nous refusons que nos territoires soient intégrés dans le territoire français. Ça, c'était la première décision de Bamako. La deuxième décision de Bamako dans les résolutions, c'est que nous n'acceptons pas que les assemblées qui vont être créées soient des simples assemblées. Nous voulons que ces assemblées aient le pouvoir législatif et qu'elles soient souveraines. Donc, à Bamako, parmi les résolutions, deuxième résolution, les assemblées qui vont être créées à la faveur de la Constitution de 1946 deviennent souveraines, qu'elles aient le pouvoir législatif, qu'elles fassent les lois, qu'elles ne dépendent pas de Paris. Et troisième résolution, il faut que nous ayons des gouvernements à nous, des gouvernements responsables devant ces assemblées qui vont être créées dans les différents territoires coloniaux français d'Afrique et les territoires associés. Parce que nous n'étions pas un territoire colonial, nous étions un territoire associé, lié, rattaché à l'AEF, Afrique culturelle française, et le Togo était également un territoire associé rattaché à l'AOF, Afrique occidentale française. Donc, à Bamako, on décide que, nous refusons que nos territoires soient intégrés au territoire, à la France. Deuxièmement, nous voulons des assemblées qui soient souveraines, qui édictent des lois, nos lois, nous-mêmes, nous voulons édicter nos lois,
Et troisièmement, nous voulons des gouvernements à nous qui répondent de leurs actes devant l'Assemblée. Et quatrième grande résolution qui a été prise à Bamako, c'est que nous devons absolument promouvoir l'éducation, l'enseignement en Afrique noire. Parce que les Blancs font tout pour que l'école ne progresse pas en Afrique noire. Mais nous devons, en revanche, tout faire pour que nous lancions l'école chez nous. Ils nous dominent parce qu'ils ont une connaissance scientifique que nous n'avons pas. Nous devons absolument l'acquérir pour que nous puissions nous libérer. Voilà les trois grandes résolutions, plus la quatrième, qui ont été prises à Bamako lors de la création du Rassemblement démocratique africain. Ces quatre grandes résolutions, naturellement, les Français ont rigolé, ils ont jeté tout ça à la poubelle, que regardez-moi ces zozos-là, ils vont se réunir en Afrique, ils décident qu'ils veulent des gouvernements et tout, allez vous faire foutre. Allez. Donc, eux, ils ont maintenu le principe d'assemblée simplement qu'ils appelaient consultative. Donc, voilà comment est-ce que l'ARCAM, qui est né, Assemblée représentative du Cameroun, a eu, comme partout ailleurs, au Soudan français, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Dahomey, partout. C'est le Dahomey qui est devenu le Bénin. C'était des assemblées consultatives. Donc, on crée donc l'ARCAM, Assemblée représentative du Cameroun, et cette assemblée représentative a simplement deux missions. Un, adopter le budget du territoire, donc adopter le budget du Cameroun. Deux, assurer le suivi de l'exécution du budget, mais pas de pouvoir législatif. Nous ne faisions pas nos lois. Les lois devaient continuer à provenir de France. Et ces assemblées, naturellement, l'ARCAM ne contrôlait pas l'action du gouverneur. Le gouverneur était un fonctionnaire français, c'est-à-dire le haut commissaire était un fonctionnaire français. Donc, les Français ont jeté à la poubelle les résolutions héroïques, mais sans lendemain de Bamako. Ils ont dit, allez vous faire foutre, vous les Africains, vos histoires-là. Mais bien mieux, dans l'ARCAM, comme je l'ai dit la dernière fois, ils ont créé une division. Il y avait d'un côté les députés blancs, il y avait la ségrégation raciale dans l'ARCAM, et d'un autre côté, les députés noirs. Et cette ségrégation raciale, ce n'était pas seulement dans l'ARCAM, c'était dans toute l'Afrique noire, et bon, on va parler du Cameroun. La ségrégation raciale n'a pas pris fin malgré l'abolition des travaux forcés par la loi d'Houphouët-Boigny du 11 avril 1946 et malgré la loi qui nous octroyait la citoyenneté française de Lamine Gueye du 8 mai 1946. La ségrégation raciale a continué. D'abord, dans l'occupation des terrains. Bounandjo était réservé aux Blancs. Ça, à Douala, était interdit aux Noirs. Et tout Noir qui se trouvait à Bounandjo, après 18 heures, devait justifier de sa présence. Qu'est-ce que tu fais à Bounandjo après 18 heures? Deuxièmement, ça c'est une vieille loi qui avait été prise par le premier gouverneur, on l'appelait, quel était encore son nom, quand ils ont envahi le Cameroun, Journier, il s'appelait quelque chose comme ça, Fournier, Lucien Fournier, voilà, Lucien Fournier, il avait pris une loi que nous exécutons aujourd'hui sans le savoir. Qu'est-ce que Lucien Fournier avait décidé? Il avait dit que les Blancs peuvent accueillir les indigènes, c'est-à-dire nous, chez eux, comme boy, comme cuisinier, tout ça, père de nuit, mais sans habiter dans le même bâtiment. Vous devez leur construire une petite baraque au fond, loin de la maison dans laquelle vous vivez, une dépendance. Comme ça, vous les logez là-bas. Bon, ceux qui logent dans la dépendance ont le droit de rester dans le quartier des Noirs la nuit, des Blancs la nuit. Sinon, tout autre Noir que l'on va surprendre dans le quartier des Blancs après 18 heures et avant 6 heures du matin et va être arrêté et jeté en prison. Donc, c'est Lucien Fournier qui a créé les dépendances. Nous aujourd'hui, nous considérons la maison centrale, nous considérons les dépendances derrière. Nous ne savons pas que ça avait été une décision ségrégationniste. C'est-à-dire, c'était Lucien Fournier, parce que son décret là, et se trouve dans le journal officiel du Cameroun de 1917, qu'on peut consulter aux archives à Yaoundé. C'est là-bas que je l'ai trouvé. Lucien Fournier dit clairement là-dedans que ces gens vont vous apporter des maladies, ces gens vont vous apporter
ils sont sales, ils ont le pian, ils ont ceci, cela, et ils sentent mauvais, il ne faut pas vivre avec eux. Ils ont les chics aux pieds, ils ont les poux, tout ça, il faut les tenir à distance. Donc, vous construisez des dépendances loin, à bonne distance de la maison principale dans laquelle vous vivez. Bon, nous, on a gardé ça aujourd'hui, nous continuons de dépendre. Nous n'en savons pas l'origine, mais voilà l'origine que je vous révèle aujourd'hui. C'est une décision du gouverneur Lucien Fournier. Donc, à Douala, comme à Yaoundé, vous aviez le quartier blanc. À Douala, c'était Bonanjo. Un noir qui était surpris à Bonanjo, après 18 heures, il fallait, s'il n'était pas boy, donc il vivait dans une dépendance, c'était la prison. Même chose à Yaoundé. Le quartier blanc à Yaoundé, c'était quoi? C'était tout autour de l'ancienne présidence. C'était le quartier des Blancs, parce que c'est là que la ville a commencé, l'ancienne présidence. Ensuite, il y avait l'hippodrome, parce que l'hippodrome, c'était un hippodrome, c'est-à-dire un terrain où il y avait des courses de chevaux, d'où le nom hippodrome. Et c'était aussi le quartier des Blancs, là. Et les Blancs habitaient aussi tout autour du lac. Voilà les 3 quartiers des Blancs à Yaoundé. Tout le reste, c'était le quartier des indigènes. Et il fallait garder une bonne distance entre le quartier des Blancs et le quartier des Noirs. Si vous voyez bien, si vous regardez bien la topographie de Yaoundé, vous allez voir que les maisons coloniales qui sont tout autour du lac s'arrêtent à bonne distance du quartier Mokolo. Et il fallait garder une bonne distance entre le quartier des Blancs et le quartier des Noirs. Et vous voyez, le quartier des Noirs recommence simplement à Eligobeliri, donc à Prestige Hotel, alors que les Blancs étaient là-bas à l'ancienne présidence. Donc, ils respectaient cela. Ça, c'était une On a un petit problème de connexion avec Enon. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est revenu apparemment. Nous avons et il y avait les pavillons réservés aux Noirs. Voilà. Donc, on a eu un petit problème de connexion, donc je rassure. Oui. Donc, il y avait des pavillons réservés aux Blancs, il y avait des pavillons réservés aux Noirs. Il y avait au niveau du marché, les Blancs, les Noirs étaient interdits de faire leurs courses, les femmes noires, avant 11 heures. Donc, de l'ouverture du marché à 7 heures, 8 heures, jusqu'à 11 heures, c'était les femmes blanches qui devaient faire le marché, ou les boys des Blancs. Toute ménagère noire qui était surprise au marché avant 11 heures, on l'a jeté en prison. Ça, c'était les décisions de ségrégationnistes qui existaient au Cameroun. Cet annonceur, donc, s'est retrouvé, donc, comme je vous ai expliqué, d'abord à l'ARCAM, Assemblée représentative du Cameroun, et dans tout le Cameroun. Évidemment, les écoles aussi étaient suivissaient la ségrégation raciale. L'école régionale, l'école publique de Mélène, c'était l'école des Noirs. Et l'école du centre, on l'appelait école urbaine, c'était l'école des Blancs. C'est là que les enfants des Blancs étaient. Là, l'école qui est en face de Camptel, là, c'était l'école des Blancs. Les Noirs allaient à l'école régionale là-bas à Mélène. C'était comme ça. Donc, on ne mélangeait pas. Bon, plus tard, ça a évolué, mais on ne mélangeait pas. Donc, il y avait cette ségrégation raciale. Donc, malgré la loi abrogeant le travail forcé, malgré la loi apportant la citoyenneté, la ségrégation raciale s'est poursuivie. Les travaux forcés ont continué, dans le Mungo notamment. C'est une des raisons pour lesquelles l'UPC a obtenu beaucoup d'adhésions là-bas et que le maquis a chauffé dans le Mungo parce qu'il y avait tous ces ouvriers agricoles qui étaient maltraités, qui étaient mal payés, qui travaillaient un peu comme des esclaves dans les plantations dans le Mungo. Si vous voyez bien, le maquis a terriblement chauffé dans le Mungo pour cette raison-là, dans les plantations des Blancs, dans tout le Mungo, les plantations de bananes, d'ananas et autres que les Blancs avaient. Nous nous retrouvons donc, et début 47, nous avons enfin les élus. Mais dans l'ARCAM, Assemblée représentative du Cameroun, une autre loi était que le président de l'ARCAM devait être automatiquement un blanc. Donc, le premier président de l'ARCAM, Assemblée représentative du Cameroun, c'était Ojoula, lui Paul Ojoula. Un noir était interdit d'être. Et sur le plan politique maintenant, on va aller rapidement. Au niveau de la France, en janvier, donc en février 1948, les étudiants camerounais, à l'époque, il y avait un étudiant qui s'appelait Yidi Bébé.
Yidi Bébé, c'est le frère aîné de Francis Bébé. Il avait fait Ayos. Après Ayos, il a fait la guerre. La guerre, sorti de la guerre, il y avait une mesure qui permettait aux infirmiers africains de venir s'inscrire en fac en France, en fac de médecine. Donc, Yidi Bébé a bénéficié de cet avantage. Il a été donc en fac en France, à Paris, pour faire la médecine. Et sa thèse portait sur le paludisme, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, Yidi Bébé crée donc l'Association des étudiants camerounais, AEC, au mois de février 1948. Association des étudiants camerounais. Et Yidi Bébé, c'était le frère aîné de Francis Bébé. Il crée l'AEC, Association des étudiants camerounais, au mois de février 1948. Et dans ce tourbillon, avec l'assistance du Parti communiste français, avec les députés africains qui sont à l'Assemblée nationale en France, voilà comment est-ce qu'ils décident de créer au niveau du Cameroun, avec les syndicats et autres, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Bon, avant ça, il y avait la GECAFRA, l'UNICAFRA, bon, on ne va pas parler de ça. On arrive directement à l'UPC, parce qu'en même temps, il faut qu'on aille vite. Donc, voilà comment est-ce que est né l'UPC. L'UPC, le 10 avril, il y a donc cette réunion à la Sierra. Bon, on n'a plus exactement les noms des personnes qui y avaient participé, passons rapidement. Mais une bataille s'installe. Lorsqu'on dépose les statuts de l'UPC, le gouverneur refuse. Il refuse de les légaliser. D'abord, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les statuts sont trop anti-français, tout ça. Les personnes qui les ont déposés refont de nouveaux statuts et déposent de nouveaux statuts. Le gouverneur refuse toujours. Le gouverneur refuse. Bon. Et c'est un peu l'impasse. Et il va en vacances en France. Il se rend en vacances en France. C'était le gouverneur Hoffner. Hoffner, c'était un Alsacien. Quand vous voyez son nom, Hoffner, c'est le gouverneur Hoffner, le haut-commissaire Hoffner. Au Cameroun, c'était le haut-commissaire Hoffner. Il va en vacances en France. Et en France, il rencontre Gabriel Daroussier. Qui est-ce qui était Gabriel Daroussier? Gabriel Daroussier était un métis franco-soudanais, de père français et de mère soudanaise, donc de mère malienne. Et il avait été élu au Parlement pour le compte du Mali. Et il était le secrétaire général du Rassemblement démocratique africain, RDA. C'est lui qui voit Daroussier, qui voit Hoffner, qui lui demande de légaliser l'UPC. Ce que tu fais là n'est pas correct. Parce que Hoffner et lui étaient des camarades à l'école coloniale. L'école coloniale, c'était l'école qui formait les administrateurs des colonies. Elle c'est tout, ceux qui connaissent Paris, elle est au fond du jardin de Luxembourg. C'est là que c'est tout l'école coloniale. Quand on va vers le métro Port-Royal, les bâtiments sont toujours là. Et donc, Gabriel Daroussier était le camarade du haut-commissaire Hoffner à l'école coloniale. Il lui a dit, il faut légaliser ce parti. Pourquoi tu traînes des pieds et tout. Voilà comment est-ce que l'UPC est légalisé à son retour. Retour de vacances de Hoffner, il vient donc légaliser l'UPC et à partir de la légalisation de l'UPC, ça change complètement. Nous sommes en 48. Mais revenons, on est allé un peu vite parce qu'en 46, il y a eu le 13 décembre 46 la signature comment on appelle ça, de l'accord de tutelle sur le Cameroun entre les Nations Unies, la Grande-Bretagne d'un côté et la France de l'autre. Je voudrais bien préciser, m'arrêter sur ça. Le Cameroun n'était pas un territoire sous tutelle de la France, non, ni de la Grande-Bretagne, non. Le Cameroun était un territoire sous tutelle des Nations Unies à l'administration confiée à la France et à l'Angleterre. Nous n'étions pas des territoires sous tutelle de la France ni de l'Angleterre. Nous étions des territoires sous tutelle des Nations Unies à l'administration confiée à la France et à l'Angleterre. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est les États-Unis qui étaient notre puissance tutrice à travers le Conseil de tutelle. Le Conseil de tutelle. Et à partir de là,
bien que ce fût pour nous un refus d'indépendance, cette affaire de tutelle, conseil de tutelle. Mais en réalité, c'était quelque chose qui nous a finalement avantagés. Comment ça? Étant entendu que nous étions un territoire sous tutelle des Nations Unies, la puissance qui nous administrait, les deux puissances qui nous administraient, devaient rendre compte annuellement de l'exécution des résolutions du Conseil de tutelle par rapport à nous. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est que nous avions la possibilité d'adresser des pétitions à l'ONU, au Conseil de tutelle, de nous plaindre de ce qui n'allait pas bien, donc une intervention directe auprès du Conseil de tutelle par-dessus l'administration coloniale. Et les Camerounais, je vous dis, ils ont envoyé des caisses et des caisses de pétitions aux Nations Unies. Des caisses, ça je peux vous dire, j'ai été aux archives des Nations Unies, ce qu'ils ont envoyé là-bas, vous n'imaginez pas. Et troisièmement, les Camerounais avaient la possibilité eux-mêmes de venir intervenir aux Nations Unies, de venir prendre la parole aux Nations Unies, parler de leur pays aux Nations Unies, raconter comment est-ce que la France les gère ou l'Angleterre les gère. Il y avait cette possibilité, conformément aux accords de tutelle. Et quatrièmement, fait très important, il y avait ce qu'on appelait des missions de contrôle. C'est-à-dire que le Conseil de tutelle déléguait dépêchait tous les 3 ans une mission de contrôle au Togo et au Cameroun pour vérifier si tout ce qu'ils reçoivent dans les rapports est vrai. Et donc, ils ont appelé ça, ils n'ont pas appelé mission de contrôle, ils ont appelé ça mission de visite des Nations Unies. Donc, le Conseil de tutelle réunissait un certain nombre de diplomates et ils venaient au Cameroun, bon, on va laisser le Togo, ils venaient au Cameroun et ils sillonnaient tout le territoire. Les missions de visite duraient longtemps, hein, elles duraient presque 1 mois et demi. Parce qu'ils rencontraient le plus de monde possible, et de différentes couches sociales et tout. D'accord, l'administration coloniale, les administrateurs coloniaux, mais tout le monde, les paysans, les agriculteurs, les chômeurs, tout le monde. Ils devaient rencontrer tout le monde. Et donc, il y a eu une mission de visite. La première, c'était en 1949, au mois d'octobre 49. Elle venait en octobre. La deuxième, c'était en 1952, au mois d'octobre. La troisième mission de visite du Conseil de tutelle, c'était en 1955, après les émeutes de 1955. Et la quatrième mission, c'était en 1958. Donc, il y a eu 4 missions de visite des Nations Unies au Cameroun pour venir s'assurer de la bonne exécution des résolutions des Nations Unies par la France et par l'Angleterre. Donc, ça a été quelque chose de très important pour nous, le Cameroun, parce que ça permettait à ce que la France soit obligée de respecter ce qui avait été dit. Et quand vous lisez les rapports de mission de tutelle, vous êtes frappé par une chose. C'est une description profonde du Cameroun. J'ai lu les 4 rapports. Vous en apprenez énormément sur le Cameroun. Parce que ces diplomates ne se contentaient pas des rapports de l'administration française. Ils interrogeaient plein de gens et ils en tiraient leurs conclusions. Dans les rapports qu'établissait les missions de visite, il y avait en annexe aussi les points de vue divergents des différents membres de ces missions de visite en disant, dis-moi, tel aspect, je n'approuve pas. Dans le rapport général, on a dit ceci, mais moi, je me désolidarise de ceci. Parce que. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement utile pour nous et qu'il est toujours jusqu'aujourd'hui pour les chercheurs. Moi, personnellement, j'ai énormément appris à travers les rapports des missions de visite du Conseil de tutelle au Cameroun. Donc, je rappelle, il y a eu 4 missions de visite du Conseil de tutelle. La première s'est déroulée en octobre 49, la deuxième en octobre 52, la troisième en octobre 55, la quatrième en octobre 58. 4 missions de visite. Et c'est à la faveur du droit d'audition que Oumouniobé a effectué son premier déplacement à l'ONU au mois de décembre 1952. On va parler de ça et on va s'arrêter à cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui amène Oumouniobé à aller à l'ONU au mois de décembre 1952?
il se trouve que l'UPC venait d'être créé, donc, comme vous savez, ils ont tenu un congrès à Chiang en 1951. Le congrès s'est produit après les élections législatives à l'Assemblée nationale française du mois de, je crois, c'était janvier 1951, auquel l'UPC n'a pas pu être élu, ni l'UPC, d'une manière générale. Bon, on ne va pas revenir sur les conditions d'organisation des élections. En tout cas, ils ont piégé l'UPC. Ils ont piégé. L'UPC ne peut pas obtenir d'élus. Et puis, deuxièmement, l'UPC n'était pas encore bien implanté comme 3-4 ans plus tard. Donc, blessé par cette défaite programmée, premièrement. Deuxièmement, le conseil de la mission de tutelle qui était venue au Cameroun en 1949 avait fait une déclaration que les UPCistes estimaient mensongère. Ils avaient déclaré que la question de la réunification n'était pas à l'ordre du jour au Cameroun. C'était la propagande que menaient les communistes et autres qui voulaient parler de la réunification. Donc, la meilleure manière de poser ces problèmes, de mentir ces mensonges, était que Oumou aille parler directement à New York. Donc, et avant cela, ils ont organisé une grande rencontre à Kumba, un congrès panafricain, pan-camerounais à Kumba, entre l'UPC et des partis fédéralistes, du moins réunificationnistes, qui existaient dans le Cameroun méridional. Il y a eu cette rencontre de Kumba à laquelle ils ont pris une résolution disant « Nous voulons la reconstitution du Cameroun ». Parmi ces partis, il y avait, j'aurais dû vérifier, je n'ai plus les noms en tête, en tout cas, il y avait Cameroun Fédération Mouvement, il y avait à peu près 3 ou 4 mouvements. C'est une grande assise qui s'est tenue à Kumba en 1952. Où il y avait donc, avec donc, la résolution de Chiang, 2, l'assise de Kumba, 3, l'idée qu'il fallait aller démentir le mensonge selon lequel les Camerounais ne voulaient pas la réunification, ont été à la base du voyage de Oumou-Niobé à l'ONU au mois de décembre 1952. Maintenant, comment se passe ce voyage? Lorsque l'UPC écrit au Conseil de tutelle pour bénéficier de son droit de prise de parole, le secrétaire général de l'ONU accepte. C'était à l'époque Dag Hammarskjöld, le Suédois Dag Hammarskjöld accepte. Et lorsque la réponse arrive au Cameroun, l'ARCAM se met dans une colère monstre. Au jour-là, et tous les élus de l'ARCAM se fâchent. Et ils disent que, parce qu'en plus, au mois de mars 1952, cette fois-là, janvier, c'était les élections pour l'Assemblée nationale française à Paris. Mais au mois de mars, il y avait les élections pour l'Assemblée territoriale. C'est-à-dire qu'en 1952, l'ARCAM est devenue l'Assemblée territoriale du Cameroun au mois de mars, et où il avait encore été battu. Ils ont donc pris une résolution en disant que, mais vous faites venir quelqu'un qui ne représente rien ici. Il s'est fait battre en 1951, l'an dernier. Il s'est encore fait battre cette année-ci, en 1952. Et la circonscription électorale dans laquelle il s'est porté candidat, c'est celle de son village. Donc, même dans son village, il n'est pas populaire. Vous voulez l'entendre, qu'il va venir vous raconter quoi? Il va venir parler de lui-même. Il ne représente rien. C'est un aventurier, c'est un vaurien, etc., etc. Ils ont signé toute une motion initiée par Oujoula. C'est une motion, vous l'avez dans plein de mois, je peux vous la faire lire un de ces jours si vous voulez, et dans laquelle il disait que non, il ne faut pas recevoir Oumou-Niobé. Si alors le conseil de tutelle ne revient pas sur sa décision de recevoir Oumou-Niobé, que le conseil de tutelle accepte aussi de recevoir une délégation de l'ARCAM, des vrais élus, ce que le peuple a réellement choisi, pas cet aventurier qui n'a pas pu se faire l'élu, qui s'est fait battre copieusement 2 fois de suite, en 1951, en 1952. Un débrouillard comme ça. Donc, le secrétaire général de l'ONU, lui, n'est pas revenu sur sa décision. Voilà donc comment il maintient l'invitation adressée à Oumou-Niobé. Maintenant, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. L'UPC, parce qu'il faut payer le billet d'avion pour aller aux États-Unis, aux Nations Unies, à l'ONU, c'est à New York.
à l'époque. Il faut payer le billet d'avion. Et il n'y a pas d'argent. Donc, il lance une quête nationale. La quête se déroule, les gens se mettent à cotiser, qui 1 franc, qui 5 francs, qui 10 francs. C'était les billets à l'époque. Il y avait le billet de 5 francs, le billet de 10 francs. Ils cotisent, ils cotisent, ils cotisent. Et il y avait un commerçant à Douala qui s'appelait Kameni, Kameni Anatole. Je ne sais pas si c'est lui qui, c'est son nom qu'on a donné au Carrefour Anatole à Douala, je ne sais pas. En tout cas, il y avait un Camerounais appelé Kameni, un commerçant appelé Kameni. Kameni, il dit, bon, comme Oumyobé va aller par le nom du peuple, ce qu'il va récolter à travers le territoire, il me l'apporte, je vais multiplier ça par 2. Donc, Oumyobé, quand il a pu réunir sa quête, il vient le voir en lui disant, bon, tu as dit que si tu allais multiplier par 2. Kameni dit, oui, 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 c'est ce que j'ai dit, je le maintiens. Tu as combien là? Il lui dit combien. Kameni entre dans la chambre, il lui donne la même somme. Il lui dit, bon voyage. Donc voilà comment est-ce que Oumyobé a maintenant de quoi acheter un billet d'avion, de quoi payer son hôtel. Bon, ayant une invitation des Nations Unies, la police camerounaise était obligée de lui délivrer un visa de sortie. Parce que vous savez que il y avait un visa de sortie pour quitter le territoire. C'est Paul Biya qui est venu l'annuler en 90. C'est le président Biya qui est venu mettre fin au visa de sortie. Sinon, pour sortir du territoire camerounais, il fallait un visa. J'allais vous raconter une anecdote qui me concerne. Bon, de toute façon, on n'a pas le temps. Donc, il fallait un visa de sortie. Donc, l'administration coloniale... On a le temps, on a le temps. Ça va tellement vite que moi, je me rends compte que j'ai l'impression que tu viens de commencer. Ah ouais, mais moi, je suis déjà épuisé. Déjà? Donc, voilà comment est-ce que Oumyobé prend l'avion. C'était à l'époque, on appelait ça le Super Constellation. C'était un avion qui partait de Douala tous les soirs vers 18h. Il s'arrêtait à Fort-Lamy, c'est-à-dire N'Djamena. Après N'Djamena, il s'arrêtait comment on appelle, il s'arrêtait à Tripoli. Après Tripoli, il s'arrêtait à Nice. Après Nice, c'était finalement Paris. Donc, Oumyobé prend donc ce vol et il arrive à Paris. Il est accueilli par Gabriel Daboussier, qui est intervenu dans la légalisation du PC. Gabriel Daboussier l'accueille avec Alioune Diop. Alioune Diop, c'est la personne qui a créé la librairie Présence africaine. Voilà les 2 personnes qui ont accueilli Oumyobé à sa descente d'avion à l'aéroport du Bourget. Orly n'existait pas encore. Orly a été créé par De Gaulle en 1960. Et Roissy, je crois, c'était en 70, oui. En tout cas, après De Gaulle. Donc, Daboussier et Alioune Diop lui apportent les vêtements chauds, puisqu'il était arrivé fin octobre, début novembre. Alioune Diop lui propose même de venir habiter chez lui. Que si tu vas vivre à l'hôtel, on peut t'assassiner. Donc, viens plutôt vivre chez moi avec ma femme. Là, tu seras en famille. C'est mieux. Donc, voilà comment est-ce que Oumyobé ne va pas à l'hôtel, il va plutôt chez Alioune Diop. Alioune Diop, c'était un Sénégalais. Et dès le lendemain ou le surlendemain, ils vont à l'ambassade, au consulat des États-Unis pour demander le visa d'entrée aux États-Unis. Le consulat à Paris. Le consul refuse catégoriquement au motif que Oumyobé est communiste. Oumyobé dit, mais voici l'invitation que je reçois, que je ne vais pas aux États-Unis pour répandre le communisme. Je vais aux États-Unis sur invitation du secrétaire général des Nations Unies, conformément au statut du Cameroun qui est une tutelle. Le consul refuse catégoriquement. Il s'y est opposé. C'est là où Oumyobé est resté à Paris 1 mois entier à bagarrer avec le consul des États-Unis. Ce sont les députés africains qui étaient au Parlement à Paris et les députés du Parti communiste français qui ont dit à l'ambassade, au consul des États-Unis, que
Là, tu es en train d'enfreindre la loi. La loi de l'ONU dit que les gens qui viennent intervenir à l'ONU ne vont pas aux États-Unis. Ils vont à New York. Mais c'est parce que accidentellement, New York se trouve aux États-Unis que c'est toi qui donnes le visa. Il ne va pas visiter les États-Unis. Il va parler à l'ONU. Et il est invité par l'ONU. Il n'est pas invité par le gouvernement américain ou bien où il ne va pas faire du tourisme. C'est comme ça que finalement, Alioune Diop cède. Le consul des États-Unis cède. Et enfin, Ouniobe embarque pour New York. Il arrive à New York et on le programme pour 3 jours après. On l'a donc programmé pour le 17 décembre 1952. Quand, au niveau de Yaoundé, ils ont appris que Ouniobe a obtenu le visa d'entrer aux États-Unis, Oujoula a choisi 2 Camerounais, bon, je ne vais pas citer leur nom, il ne faut pas les stigmatiser, pour qu'ils aillent contredire Ouniobe à l'ONU. Donc, Ouniobe est arrivé. Ils ont aussi demandé à parler en même temps qu'Ouniobe, après lui. Bon, ça a été accepté. Ouniobe a tenu à dénoncer le colonialisme français, à expliquer que le peuple camerounais avait besoin de réclamer la réunification. La preuve, voici les résolutions du congrès de Kumba qui s'était tenu entre les 2 parties par-delà la ligne de démarcation, c'est-à-dire la zone anglaise et la zone française, comme on l'appelait à l'époque, où Nyoba a montré ça, que le peuple camerounais veut la réunification. Et en passant à Paris, l'association des étudiants camerounais l'avait reçu Ouniobe, et lui avait donné mandat que tu vas aussi parler en notre nom. Tu vas parler en notre nom. Donc, l'association des étudiants camerounais avait donné un mandat à Ouniobe. Donc, en prenant la parole, il a dit, je viens parler au nom, et il avait aussi pris beaucoup de mandats de chefs traditionnels et autres qui étaient des progressistes à l'époque. Il a donc pris la parole, il a présenté ses thèses. Qu'est-ce que nous entendons par réunification? C'est la reconstitution du Cameroun, tout simplement. Deuxièmement, cette réunification doit se produire avant l'indépendance, parce que le Cameroun a été divisé avant l'indépendance. D'accord, le Conseil de tutelle a décidé que nous allions à l'indépendance, mais si nous partons à l'indépendance sans la réunification risque de ne plus avoir lieu. Donc, la réunification doit se produire avant l'indépendance parce que le Cameroun a été divisé avant l'indépendance. Ça, c'est la première des thèses que Ouniobe a développée. La deuxième des thèses que Ouniobe a développée a été que comment on appelle ça? La période à laquelle la tutelle signée avec le Cameroun n'est pas limitée. Celle avec la Libye est limitée à 10 ans. Celle avec la Somalie est limitée à 10 ans. Et évidemment aussi les territoires qui étaient au Pacifique et tout. Mais pourquoi celle du Cameroun n'est pas limitée? La France nous a roulé. Elle a fait signer les accords de tutelle confirmant notre aspiration à l'indépendance, notre évolution à l'indépendance, mais elle n'a pas limité cela. Donc, nous pouvions évoluer vers l'indépendance pendant 50 ans. Et il nous faut limiter l'accord de tutelle. Comme vous avez donné 10 ans aux autres, donnez-nous aussi 10 ans. Donnez-nous aussi 10 ans. Et nous ayons aussi 10 ans. Et que, comme l'accord de tutelle a été signé le 13 décembre 1946, il est logique et normal que le 13 décembre 1956, nous obtenions notre indépendance. Voilà les arguments qu'Ouniobe a développés. Et troisièmement, il a argumenté, il s'est attardé sur la capacité des Camerounais à s'autogérer. L'argument qu'il a développé a été le suivant, c'est que, mais justement, même si au moment dit, nous n'avons pas les cadres qu'il faut, puisque la France fait tout pour ne pas nous former, il n'y a pas de cadre. Je vous rappelle que le second cycle du lycée Leclerc a été créé en 1953. Donc, on ne passait pas le baccalauréat au Cameroun. C'est en 1953 que le second cycle a été créé. Et c'est le premier bac passé au Cameroun, je crois que c'était en 1955. Oui. Donc Ouniobe a dit, mais il ne nous forme pas. Donc, l'argument qu'il utilise est bien gentil, à savoir que nous n'avons pas la capacité de nous gérer. Oui, mais justement, leur mission était de nous former et ne nous forment pas. Bon, mais l'ONU peut prendre des dispositions pour que nous soyons formés. Nous sommes maintenant en 52. Dans 4 ans, nous pouvons nous doter des cadres qu'il faut
pour que nous puissions gérer notre indépendance au bout des 10 ans de la tutelle. Donc, du 13 décembre 46 au 13 décembre 56, nous pouvons, même si nous restons 4 ans, disposer des cadres qu'il faut pour que notre indépendance soit portable. Voilà, en résumé, ce que Ouniobe a dit. Il a développé beaucoup d'autres aspects qui ne me semblent pas fondamentaux d'aborder ici. Et tout de suite, Oujula s'est levé, il a essayé mis à le contredire. Évidemment, aussi l'autre Camerounais qui était parti, à qui ils ont payé le billet d'avion et tout, et les frais et tout, s'est levé également en disant, oui, l'homme qui parle là, c'est un vaurien, bon, c'est un va-nu-pied, il n'a même pas pu être élu dans son village, il ne représente rien, on ne comprend pas pourquoi vous lui avez donné la parole, c'est un agitateur et puis c'est un communiste. Bon, bref, en tout cas, le conseil de tutelle a dit, oui, bon, on a écouté tout le monde, ça va, grand merci, vous pouvez rentrer. Donc, c'était le 17 décembre 1952 que Ouniobe a pris la parole et Oujula et l'autre personnage sont venus le contredire de manière vraiment inacceptable. Ouniobe est encore resté, je crois, 1 ou 2 jours à New York. Il est rentré. Il est rentré à Paris. Et à Paris, il est resté un peu longtemps parce qu'il est rentré, je crois, vers fin janvier au Cameroun. À Paris, il avait plein de rendez-vous, des interviews dans les journaux, plein. Et puis, il a cité des manifestations politiques et autres. Le retour de Ouniobe, c'est là qu'il y a la fameuse photo où ils sont tous là en photo, où il a une belle veste avec un beau chapeau. C'était ce jour-là, quand il rentrait en 1953. Il avait été accueilli, il était arrivé le matin parce que le vol arrivait le matin. Le vol partait de bouger le soir, il arrivait le matin, il repartait le soir pour arriver le matin à Paris. Donc, il était arrivé le matin. Il y avait eu un cortège monstre à travers la ville de Douala. Les gens avaient été sur les pick-up, sur les bicyclettes, sur les motos. Ils avaient fait le tour de Douala jusqu'à son domicile au quartier New Bell. Ça a été un grand événement. Ils sont restés jusque tard dans la nuit devant sa maison à festoyer, à danser. Ça a été un grand succès, ce voyage de Ouniobe à l'ONU. Maintenant, il y a eu la suite de ce voyage. Ouniobe, comment on appelle ça? L'UPC a estimé qu'il fallait faire savoir aux Camerounais que, 1, on pouvait aller à l'ONU, aller parler contre la France, dénoncer la France. 2, on pouvait rentrer vivant, que rien n'allait se passer. Et 3, voici ce que nous sommes allés dire là-bas. Donc, il a entrepris des tournées au Cameroun, d'explications, mais il les a arrêtés tout de suite. Parce qu'arrivé à Fumban, il s'est fait agresser. Il s'est fait agresser, quelqu'un dans la salle a sorti le couteau, et si Ouniobe ne se baissait pas, la personne le poignardait. Donc, Ouniobe s'était baissé et le couteau l'avait blessé à la tête. Donc, Ouniobe est mort avec cette cicatrice du coup de couteau à la tête. Donc là, il a compris et même il a quitté la ville un peu, parce qu'on avait déchiré tous ses vêtements, il a quitté la ville vraiment en piteux état. Donc ils ont compris que ça ne vaut pas la peine de continuer dans ces conditions. La population n'est pas encore suffisamment préparée à accueillir un autre discours. Je vais m'arrêter là, je vais simplement rappeler pour aujourd'hui les élus qu'il y avait en France. Les élus, nous avions 3 types d'élus. Nous avions les élus à l'Assemblée territoriale. Bon, elle s'est d'abord appelée Assemblée représentative, donc de 47 à 52, Assemblée représentative du Cameroun, ARCAM. Bon, à partir de 52 à 56, bon, elle s'est appelée ATCAM, Assemblée territoriale du Cameroun. Et à partir de 56, jusqu'en avril 57, en mai 57, elle est devenue Assemblée législative du Cameroun. Donc, il y avait l'Assemblée territoriale. Je vous ai dit comment elle a changé de nom. Il y avait l'Assemblée de l'Union française. L'Assemblée de l'Union française, c'était un peu comme l'Assemblée de l'Union africaine. Dans les assemblées territoriales, ils déléguaient des personnes qui allaient les représenter. Donc, il y avait l'Assemblée de l'Union française. Il y avait l'Assemblée nationale française, qui avait aussi, nous avions, je crois, 2 ou 3 députés, 2 au départ, je crois que 3 à la fin. Et il y avait le Sénat. Le Sénat s'appelait à l'époque, je crois, Conseil de la République, quelque chose comme ça. Maintenant, qui était là-dedans? Parmi les noms que j'ai en tête, bon, d'abord à l'ARCAM, il y avait Aïdjo, il y avait Ekwabe, on est venu en 52.
Il y avait au nord, donc, il y avait Aïdjo, il y avait Mahondé, il y avait, bon, aussi les noms les plus importants. À l'ouest, il y avait Kemajou Daniel, il y avait Ngayewan, il y avait Djoumessi Mathias. Dans le centre, enfin, ce qu'on appelle Nyong et Sanaga, dans l'actuelle province du centre, c'est ça qu'on appelle Nyong et Sanaga. Il y avait, bien entendu, Mbida, il y avait, comment ça oublier les noms, Abega Martin, il y avait, comment ça oublier, non, Binji n'était pas élu. Bon, il y avait également, dans le littoral, vous aviez donc Sopor Piso, vous aviez, non, Dissaké An, c'est venu en 52. Et il y avait Sopor, même Ekwabi, je crois qu'Ekwabi est venu en 52. Je commence à oublier les noms. Dans le sud, il y avait Gaston, qui avait été donc au congrès de création de RDA. À l'ouest, il y avait Kemajou Daniel. Kemajou Daniel avait été élu. Il y avait il y avait un Njoya Ndjife, un nom, Njumelu, quelque chose comme ça, Njoya Njumelu ou Njumeli, qui était élu, donc à l'ARCAM de 47. En France, donc à l'Assemblée de l'Union française, il y avait eu, et puis les députés changeaient selon les législatives. Il y avait eu donc Aïdjo, il y avait eu, comment on l'appelait, Sopo Priso, il y avait eu Kemajou Daniel, il y avait eu, je crois que c'était les principaux, hein. Il n'y avait pas beaucoup. À l'Assemblée même, à l'Assemblée nationale, il y avait Alexandre Doulan Mangabel, du côté des Noirs. Il y avait... quelqu'un qui propose Okala. Comment? Okala. Non, attends. Okala, c'est après. Il y avait donc Alexandre Doulan Mangabel. Il y avait... Oui, Okala avait été élu parmi les... à l'ARCAM. Oui, Okala a été élu en 47. Charles Okala avait été élu en 47 à l'ARCAM. Il y avait donc à l'Assemblée à Paris, nationale française, il y avait donc Alexandre Doulan Mangabel. Il y avait eu ensuite on a un petit problème de connexion avec M. Eno. Ça va, c'est revenu. Oui. Il y avait Gilles Nénine. Bon, ça c'était les députés à Paris. Bon, et puis il y avait les Blancs, il y avait Oujouda et tout ça. Et il y avait aussi il y avait le Sénat, dans le Conseil de la République. C'est là que Okala était. Il y avait Couture Pierre. Il y avait, à un moment, l'autre a été aussi sénateur, comment on l'appelait, Kemajou Daniel, le chef Bazou. Il y avait, je crois que c'est tout, hein. Je peux oublier un ou deux noms. Ah bon, il y avait l'autre là, il y avait Njoya Aruna. Njoya Aruna avait été sénateur. Voilà à peu près les élus que nous avions en France. Donc, je vais m'arrêter là parce que ça fait presque 2 heures que je parle, je commence à m'éclipser. J'espère que je ne vais pas trop ennuyer avec mon bavardage. Ben non, en fait, tu n'ennuies pas. Tu as été beaucoup plus fort la dernière fois. Si bien que moi, j'étais déjà parti. J'avais bu un bon petit café et je suis en forme. Donc, on profite un peu de toi, il faut l'avouer gentiment. Et on profite de tes connaissances. Et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui se connectent souvent un peu tard et qui font qu'ils reviennent nombreux quand toi, tu es déjà au milieu. C'est la raison pour laquelle je te disais que si tu as un peu d'énergie, si tu peux continuer encore quelques minutes, ce que tu as fait gentiment. Et voilà, on te remercie. Voilà, Armand Willy est juste en train d'arriver. Alors qu'on est en train d'aller à la fin de l'émission, il y a Manu Negroni, Boïka, qui a proposé qu'il y avait ce propre réseau qui était soutenu par l'UPC. Je ne sais pas si tu peux lui répondre, s'il te plaît. Non, les relations entre Sopo Priso et l'UPC ont été toujours assez ambiguës.
Sopor Puiso avait signé la pétition de protestation du voyage de l'audition de Oumniobé à New York en 52. Hein, il avait signé. Bon, mais par la suite, Sopor Puiso a beaucoup évolué avec l'UPC, dans ce sens que, par exemple, lorsqu'on interdit l'UPC en 55, Sopor Puiso fait partie des élus à Paris qui ont bagarré pour qu'on limoge au commissaire Roland Pré qui avait organisé les massacres des Français. Sopor Puiso s'est vraiment mobilisé pour que Roland Pré s'en aille. Deuxièmement, Sopor Puiso a créé ce qu'il a appelé courant d'union nationale. C'était une UPC bis. Il a créé au mois de juin 1956, au mois de juin 1956, pour suppléer à l'interdiction de l'UPC. Et il y a une correspondance très nombreuse entre Oumniobé et lui. Et Sopor était opposé à la loi cadre de fer. Sopor était opposé, comme d'ailleurs l'UPC, comme d'ailleurs tous les Africains. Nous n'avions pas accepté la loi cadre de fer du 23 juin 1956. Et le Sopor était pour l'indépendance, pas pour l'autonomie interne. Donc, il y a eu un échange de lettres, parce qu'il était sous maquis avec Oumniobé, dans lequel, finalement, il y a eu divergence. Il était question que l'on rétablisse l'UPC avant le scrutin décisif du 23 décembre 1956. Et bon, le courant de l'Union nationale a fini par voler en éclats et Oumniobé ne pouvait pas se porter candidat. Et, il y a eu une réunion à Dibombari, une première réunion à Dibombari. Dibombari, c'est après Douala, au cours de laquelle le problème s'est posé que, bon, comme l'UPC ne sera pas l'égalité avant la date de clôture de dépôt des candidatures, qu'est-ce qu'on fait? Ne pouvons pas nous porter candidats parce qu'il y avait à l'époque la possibilité d'être candidat libre, candidat indépendant. Et nous pouvons porter candidat sans appartenance politique. Oui ou non? Donc, à Dibombari, le non l'a emporté. Il y a eu une deuxième réunion à Anvam. Anvam, c'est un village situé à 10 km de Boloba, sur la route de Kribi, par l'Odor. C'est le village du chanteur Seba Georges. Chanteur Seba Georges que vous connaissez. Il y a eu cette deuxième réunion à Anvam, à laquelle les UPC sont venus, Sopor Puiso et autres. Et à cette seconde réunion, il a plutôt été décidé cette fois-ci de la participation des UPCistes en tant que candidats libres au scrutin du 23 décembre 1956, au motif qu'il ne faut pas laisser que cette assemblée soit, dont va déboucher le premier gouvernement camerounais, soit aux mains des fantoches, bon, selon les expressions de l'époque. Il est bon que les patriotes, que les nationalistes, que les indépendantistes y figurent, parce que c'est à partir de cette assemblée que qu'on va former le premier gouvernement camerounais. C'est à partir de cette assemblée qu'on aura maintenant le pouvoir législatif. C'était ce qui était prévu dans le cadre de l'autonomie interne. Et là, la divergence a été totale avec Oumniobé. Les échanges sont devenus violents. Oumniobé s'est mis à le dénoncer violemment, en tout cas rudement. Et Sopor s'est porté, malgré tout, candidat avec beaucoup d'autres personnes. Mais je peux dire que tous les UPCistes du Sud se sont portés candidats. Ce sont les UPCistes beaucoup plus du littoral, de l'actuel littoral, la Saranga-Maritime, qui ont maintenu le mot d'ordre de boycott. Bon, vous connaissez la suite. Il y a eu l'assassinat du candidat Mpuma et l'autre, Delangue, et le saccage des bureaux de vote le dimanche 23 décembre 1956, dont dès le lundi 24 décembre, l'armée française est intervenue. Bon, par la suite, Sopor s'est beaucoup battu pour que l'on obtienne une élection partielle pour Oumniobé, que Oumniobé puisse réintégrer l'Assemblée à la faveur d'une élection partielle en Saranga-Maritime.
Ça aussi, ça s'est compliqué. Il veut pas, il veut pas. Finalement, Ougnobe ne s'est pas porté candidat et il a été assassiné le 13 décembre, 13 septembre 58. Donc, les relations Ougnobe, euh, euh, Sopon ont été très ambiguës. Il y a une chose que Madame Mounier m'a révélé, puisque je la connaissais bien. Elle, vous savez qu'elle était des Bolova. Elle m'a dit que Sopon finançait beaucoup l'UPC. Elle m'a dit oui, Sopon nous envoyait beaucoup d'argent. Il nous donnait de l'argent. Quand il venait en Europe, il nous donnait de l'argent. Il nous faisait parvenir de l'argent à Conakry et autres. Et bon, elle m'a dit oui, elle m'a dit cela. Elle m'a dit oui. Même quand nous nous sommes retrouvés à New York, où le débat sur, le Cameroun, le débat qui avait démarré fin février, début mars 1959 à New York, elle m'a dit que Sopot leur avait donné beaucoup d'argent. Avec ça, ça c'est ma contribution à la lutte. Bon, donc, comme je l'ai dit, la relation entre Sopot et Oum était assez ambiguë. Ok. Merci beaucoup pour la réponse à la question de M. Ronstadt Fonda. Je pense que c'est bien lui qui a posé la question. J'espère qu'il a été satisfait. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Il y en a qui nous félicitent. Ils viennent d'arriver. Ils ne savaient pas que l'émission était en cours. Bonsoir Fifi qui vient d'arriver aussi alors qu'on est en fin d'émission. Il faut venir un peu plus tôt s'il te plaît. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont là la première fois. Bonsoir à Sarah Connor et Neoface. Voilà, qui viennent d'arriver la première fois. En réalité, je vous résume un peu ce qu'on fait. Nous avons une page dans laquelle CC et LP, Conscience camerounaise et libéralisme participatif. Nous avons été assez copiés parce que ça fleurit les consciences camerounaises depuis qu'on a créé cette page. Et en plus, on fait du libéralisme participatif. Ça veut dire quoi le libéralisme participatif? C'est exactement, si vous avez lu PB Cube, son excellence PB Cube, ceux qui ne savent pas qui est son excellence PB Cube, c'est son excellence Paul Barthélemy Biapimondo. Voilà, si vous avez lu son livre, vous avez compris que nous avons un problème de financement de notre économie. Les choses là vont de pair. Et alors, on a décidé au départ d'une plateforme de financer nous-mêmes de la diaspora notre économie. Je vous en reparlerai une autre fois. Entre autres, nous avons donc créé cette Web TV qui appartient à cette plateforme. Ce n'est pas ma Web TV comme beaucoup de gens pensent, c'est la Web TV de la plateforme. Nous avons un petit problème de connexion avec M. Hénon. Nous avons un petit problème de connexion, j'espère qu'il va nous revenir. Sa connexion n'est toujours pas revenue, mais c'est pas grave, je continue à vous expliquer. Voilà. Et alors, on a cette Web TV qui nous permet, dans le cadre là, de se connaître, conscience camerounaise. Et alors, comme on a l'occasion de connaître M. Énorme et de M. qui est vraiment rentré dans les archives du Cameroun, qui est allé puiser dans l'histoire, cette histoire que nous connaissons si mal, et qui a envie de partager. Il faut quand même saluer cette envie. Ce n'est pas toujours courant d'avoir des personnes qui ont envie de partager. Donc, il a envie de partager, ce qui est un peu l'essence même de notre page. Il a donc l'amabilité de venir nous expliquer l'histoire du Cameroun vu sous son angle. Son angle, c'est parce qu'il a consulté des archives. Vous savez très bien qu'il y a très peu de documentation en la matière. Il a lu quelques livres et il a allé consulter les archives. Et il peut vous dire là où les archives sont, ce qui est déjà rare, que ce soit en France ou au Cameroun et aux États-Unis. Il peut vous dire où on trouve les archives de cette période-là. Il a donc pris le parti de venir contribuer à notre conscience collective en nous laissant ce qu'il a connu. Il a écrit énormément de livres. Mais vous savez très bien que nous sommes paresseux et que nous n'aimons pas beaucoup lire. C'est vrai qu'on achète ces livres, on les garde dans notre bibliothèque parce qu'on se dit, bah tiens, j'ai un énorme Yomese, mais c'est quand même beaucoup plus facile quand il nous raconte ça lui-même. À cet effet, il vient tous les mercredis participer avec nous dans cette prise de conscience camerounaise en nous donnant la part de lui-même comme il fait là tout le temps.
Donc, beaucoup de gens ne savent pas quand c'est... Des gens ont demandé quand ça se fait les émissions, c'est tous les mercredis. On essaie de commencer à 21h et on finit quand il peut tenir la route. Voilà. Donc, si vous avez des questions, me dois, si tu as envie de conclure, tu relances, je te prends, en- je te reprends comme j'étais pris en broadcast. Euh, si tu veux conclure, sinon, on conclut l'émission et on remercie. Qu'est-ce que tu dis? Mets-moi un message pour me dire si tu veux dire un mot de la fin, s'il te plaît. Bombo, mets-moi juste un message là. Si tu me dis non, je passe et je conclue. Parce que il est quand même là depuis 21h et nous venons en régie avant l'émission pour pouvoir. Il y a Sarah Connor qui remercie Monsieur Hénon Dieudonné. Voilà, j'ai pas ton message, donc tu as un problème de connexion. Ceci étant, voilà, on est très très content encore aujourd'hui. Beaucoup de gens sont venus malheureusement on était à la fin de l'émission. Encore une fois, on est très très content et on va vous dire bonsoir. En tout cas, moi, je vous redonne rendez-vous avec Monsieur Hénon mercredi prochain pour la suite. D'accord. Merci, au revoir.